Dossier 3, énoncé. Un homme de 56 ans, SDF bien connu du service d'urgence où vous êtes l'interne de garde, est amené par les pompiers pour un malaise sur la voie publique. À l'examen rapide au tri, il est conscient, calme, mais légèrement confus et en sueur. Quel diagnostic recherchez-vous immédiatement et comment en faites-vous la preuve? Deuxième question, votre diagnostic est confirmé. Quelle est votre prise en charge? Après votre traitement, le patient s'améliore rapidement. Il n'est plus confus. Vous en profitez pour reprendre l'interrogatoire. Il vous avoue consommer depuis une vingtaine d'années 4 litres de bière à 10 degrés par jour. Question 3. À combien de grammes par jour chiffrez-vous sa consommation en alcool et combien cela fait-il de calories? Vous décidez de le garder et l'infirmière vous rappelle à son chevet car il est conscient, cohérent, mais légèrement agité et tachycarde à 105 battements par minute. Question 4. Quel diagnostic évoquez-vous? Quelle est votre prise en charge? Et quels sont les paramètres de la surveillance clinique? L'évolution est favorable. Vous le gardez pour faire le bilan de son alcoolisme chronique. Au cours de l'hospitalisation, il chute de sa hauteur. L'infirmière vous rapporte une perte de connaissance immédiatement après la chute qui a duré quelques minutes. Lorsque vous l'examinez, il est conscient, orienté, sans signe de localisation neurologique et il présente une plaie temporale droite de 3 cm de long, saignant abondamment. Il se plaint également de céphalée. 4 heures plus tard, quand vous le réévaluez, vous le trouvez au lit, conscient, mais confus, obnubilé et nauséeux. L'examen clinique met en évidence une hémiparésie gauche. Question 5. Quel examen demandez-vous en urgence? Question 6. Décrivez l'imagerie jointe, je vais vous la montrer ensuite. Qu'en concluez-vous? Voilà l'image en question. Question 7. Quels facteurs cliniques et biologiques, dans le contexte actuel de ce patient, ont pu favoriser cet épisode? Question 8. Quelle est votre prise en charge? Question 9. Malgré votre prise en charge, le patient décède. Rédigez le constat de décès. Correction du dossier 3. Je vous rappelle, un homme de 56 ans, SDF bien connu du service des urgences où vous êtes l'interne de garde, qui est amené par les pompiers pour un malaise sur la voie publique. À l'examen au tri, c'est-à-dire les premières personnes qui voient quand il arrive aux urgences, c'est les infirmières du tri. Il est conscient, calme, mais légèrement confus et en sueur. Quel diagnostic recherchez-vous immédiatement et comment en faites-vous la preuve? Tout patient qui a un malaise ou qui est confus, c'est une hypoglycémie jusqu'à preuve du contraire. C'est un diagnostic simple, il suffit de faire un dextro ou glycémie capillaire et on prouve que l'hypoglycémie est là si on a une glycémie inférieure à 0,5 g par litre ou 2,8 millimoles par litre. Votre diagnostic est confirmé. Quelle est votre prise en charge? Une prise en charge très simple qui consiste en un resucrage per os. Il faut lui donner environ 10 à 20 grammes de sucre et il faut prévenir la récidive avec des sucres lents, c'est-à-dire lui donner un repas. Pour tous ceux qui ont resucré le patient IV, c'est pas nécessaire. Tant que le patient est conscient et qu'il peut manger un sucre ou un verre de coca, il faut utiliser et privilégier la voie per os. La voie IV, elle est réservée aux patients inconscients, confus, agités et qu'on ne peut pas faire manger. De même, l'injection de glucagon, elle est ici inutile, car le glucagon, il mobilise les stocks de glycogène hépatique, et chez l'alcoolique chronique, qui est dénutri, il n'y a pas de stock de glycogène mobilisable, et donc c'est une injection qui ne sert à rien. Alors, petite pause. Je vous laisse 45 secondes pour me donner les 5 principales substances hypoglycémiantes. Évidemment, il y avait l'alcool,
les sulfamides hypoglycémiants, comme leur nom l'indique, dans le traitement du diabète, l'insuline, ça c'est plus qu'évident, la quinine, dans le traitement du palu, attention, quand vous traitez un palu, il faut toujours surveiller la glycémie et perfuser, du G5, et les bêta-bloquants à forte dose qui sont aussi hypoglycémiants. De façon plus anecdotique, vous avez les AINS, le diantalvic, la dépénicillamine dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde et le pentacarinate, qui est un antiparasitaire qu'on utilise notamment dans la pneumocystose. Après votre traitement, donc vous l'avez resucré, le patient s'améliore rapidement et il n'est plus confus. Vous en profitez pour reprendre l'interrogatoire et il vous avoue consommer depuis 20 ans 4 litres de bière à 10 degrés par jour. À combien de grammes par jour chiffrez-vous sa consommation en alcool et combien cela fait-il de calories? Tout le monde sait qu'un verre au bar, c'est 10 grammes d'alcool, mais les alcooliques qui boivent à la maison, ou a fortiori dans la rue comme notre patient, ils comptent plus en bouteilles qu'en verres. Donc il faut être capable de calculer la consommation en grammes, même sans avoir le nombre de verres bu par jour. Pour ça, il y a une formule toute simple, qui peut vous rapporter gros, et qui est à connaître par cœur. C'est le volume en millilitres, multiplié par le degré, multiplié par 0,8, le tout divisé par 100. Chez notre patient, ça fait 320 grammes d'alcool par jour. Également, dans le chapitre de la nutrition, il y a les différentes valeurs en calories pour 1 gramme de glucides, protides, alcool et lipides qui sont à connaître. C'est un problème de santé publique, la nutrition, on en parle beaucoup en ce moment, ça peut tomber. 1 gramme d'alcool, c'est 7 kilocalories, donc ici 2240 kilocalories en tout pour son alcool. Je vous rappelle qu'un gramme de glucides et de protides, c'est 4 kilocalories, 1 gramme d'alcool, 7, et 1 gramme de lipides, 9. Voilà. Pour rappeler des souvenirs à ceux qui ont passé le permis de conduire, donc 25 centilitres de bière, c'est la même chose que 15 centilitres de vin, qui est la même chose que 7 centilitres de Porto, 3 centilitres de whisky, et donc un verre au bar, c'est 10 grammes d'alcool pur. Vous décidez de garder ce patient. Vous êtes rappelé par l'infirmière, car il est conscient, cohérent, mais un peu agité et tachycarde à 105 battements par minute. Quel diagnostic évoquez-vous? Ici, c'est évident, ce patient il est alcoolique chronique, il se retrouve hospitalisé à l'hôpital, donc il a plus d'alcool, donc il va faire le syndrome de sevrage. Donc c'est un syndrome de sevrage en alcool ou prédété, mais il vaut mieux dire syndrome de sevrage. Le traitement, le patient, on le garde hospitalisé. Il faut privilégier toujours la voie orale. Si vraiment c'est impossible, on peut le perfuser et passer les traitements par voie intraveineuse, mais vraiment privilégier la voie orale. Il faut l'hydrater, il faut le vitaminothérapie en vitamine B1 et B6. Éventuellement, on peut avoir recours à des benzodiazépines type Valium en fonction du score de sevrage, et on peut également avoir recours à des bêta-bloquants. Pour surveiller ce patient, c'est une surveillance clinique régulière avec le score de sevrage ou score de Cushman qui comporte 7 items qui sont à connaître: le pouls, la tension artérielle systolique, la fréquence respiratoire, les sueurs, les troubles sensoriels, l'agitation et les tremblements. Vraiment, il faut les connaître parce que ça permet de réévaluer le patient. C'est un score qui est connu quasiment par tout le monde et qui est reproductible. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le score de Cushman, on retrouve donc 7 items: le pouls, la tension, la fréquence respiratoire, les sueurs, les tremblements, l'agitation et les troubles sensoriels. On cote de 0 à 3 pour chaque item. Le pouls qui va de moins de 80 à plus de 120, la tension artérielle systolique de moins de 135 à plus de 155, la fréquence respi de moins de 16 par minute à plus de 35 par minute, les sueurs qui sont soit absentes, soit limitées aux paumes, soit paume plus front, soit généralisées. Les tremblements, eux, ils sont absents, soit de la main en extension, de tout le membre supérieur ou généralisés également. L'agitation peut être discrète, généralisée mais contrôlable, voire généralisée et incontrôlable. Enfin, les troubles sensoriels, qui débutent par une intolérance au bruit et à la lumière, qui se poursuivent par une hallucination critiquée, puis des hallucinations non critiquées. Avec ce score, on peut facilement réagir devant un patient. En gros, pour tout le monde, il faudra hydrater et passer des vitamines. Quand on commence à dépasser 7, il faudra avoir recours aux benzodiazépines. Et
Quand on dépasse 14, il faut commencer sérieusement à se poser la question d'appeler le réanimateur. L'évolution de votre patient est favorable. Vous le gardez pour faire le bilan de son alcoolisme chronique. Au cours de son hospitalisation, il chute de sa hauteur. L'infirmière vous rapporte une perte de connaissance immédiate après la chute ayant duré quelques minutes. Lorsque vous l'examinez, il est conscient, orienté, sans signe de localisation neurologique. Il a une plaie temporale droite de 3 cm de long saignant abondamment et il se plaint de céphalée. 4 heures plus tard, vous le trouvez au lit conscient, mais confus, obnubilé et nauséeux. L'examen clinique met en évidence une hémiparésie gauche. Quel examen demandez-vous en urgence? Là, c'est pas très difficile, étant donné que vous avez vu l'image d'après et que tout le monde a bien compris que c'est un scanner cérébral. De toute manière, un patient qui a eu un traumatisme crânien comme le vôtre et qui est confus ou présente des signes neurologiques, il a quand même une hémiparésie, il est conscient, il est conscient mais il est confus, il faut faire un scanner. Là où éventuellement vous pouvez prendre des points que les autres n'ont pas, c'est qu'il faut bien préciser sans injection de produits de contraste. Parce que ce qu'on va rechercher, c'est un saignement et que le saignement, on ne pourra pas bien le voir si le scanner est injecté. Décrivez l'imagerie jointe, qu'en concluez-vous? On rappelle toujours de quelle imagerie il s'agit. C'est un scanner cérébral sans injection de produit de contraste. On voit une lentille biconvexe. Voilà, on la voit très bien, qui est spontanément hyperdense, donc plus blanche, située en temporal droit, avec un effet de masse. Il y a une compression du ventricule latéral droit, là, on voit bien le gauche, et ici, on ne le voit pas. Donc il est tout comprimé, et en plus, on voit bien qu'ici commence à y avoir un engagement sous la faux. Donc, on conclut, c'est un hématome extradural, pariétal droit, compliqué d'un engagement sous-factoriel. Un petit rappel pour ceux qui ont encore du mal avec hématome sous- et extradural. Voilà un crâne avec le cerveau. Collé à l'os, il y a la dure mère. Collé au cerveau, la pimère, la deuxième enveloppe. Voilà, vite fait. Si vous vous cognez et que vous saignez entre l'os et la dure mère, donc un hématome extradural, ça va décoller doucement la dure mère, comme ça, progressivement. Et ça vous donnera, avec le sang qui se met dedans, une lentille biconvexe, un hématome extradural. Alors qu'à l'inverse, si vous décollez entre la dure mère et la pimère, la dure mère, au fur et à mesure, la pimère, au fur et à mesure, elle va s'étaler comme ça, et le sang se répartira autour du cerveau, comme une faucille. Ça fait un hématome sous-dural. Question 7. Quels facteurs cliniques et biologiques dans le contexte actuel de ce patient ont pu favoriser cet épisode? Alors, devant cette question qui n'est pas très claire et qui est fait exprès pas très claire, il faut essayer de se débrouiller. Alors, l'épisode, c'est quoi? C'est une chute compliquée d'un hématome extradural. Donc, les facteurs ayant favorisé la chute sont à rechercher, et il faut également rechercher les facteurs pouvant favoriser le saignement et donc l'extension de l'hématome extradural. Les facteurs favorisant la chute, chez ce monsieur qui est alcoolique chronique, il peut refaire une hypoglycémie. Il peut être toujours en sevrage et donc pas très bien et tomber. Il a pu aller acheter, pendant que vous aviez le dos tourné, de l'alcool au franc prix. Il peut être ivre et donc tomber. S'il est au stade de cirrhose, il peut décompenser une encéphalopathie hépatique. Et enfin, avec une toxicité nerveuse chronique de l'alcool, il peut avoir une mono ou une polynévrite liée à l'alcool. Les facteurs favorisant le saignement, toujours liés à l'alcool, la thrombopénie. Et en cas de cirrhose OH, il peut avoir un TP assez bas qui favorise le saignement. Quelle est votre prise en charge? L'hématome extradural est une urgence thérapeutique. Immédiatement, vous allez commencer un traitement symptomatique de l'hypertension intracrânienne.
Le patient, il avait des céphalées, des nausées, c'est des signes d'hypertension intracrânienne. Quand on voit le scanner, on comprend qu'il y en a une. Et donc, il faut lui donner de l'oxygène pour éviter l'hypoxie et l'hypercapnie qui aggravent l'hypertension intracrânienne, le laisser en position demi-assise, en restriction hydrique, et éventuellement avoir recours à des anti-endémateux de type mannitol. Ensuite, il faut une prise en charge spécifique de l'hématome extradural. Là, votre patient, il a besoin d'une consultation d'anesthésie en urgence parce qu'il va passer au bloc de neurochirurgie. Donc vous appelez le neurochirurgien. Éventuellement, s'il n'y en a pas dans votre hôpital, vous transférez votre patient parce qu'il a besoin d'une évacuation de l'hématome en urgence. Et ensuite, vous n'avez pas oublié que dans la question 5, on vous a dit qu'il avait une plaie temporale de 3 cm de long qui saigne abondamment. Les plaies du scalp, ça peut faire perdre beaucoup de sang. Et donc ce patient, en plus de la prise en charge de l'hématome extradural, il faut le suturer. Et comme il est alcoolique avec une vie dans la rue, il est probablement pas suivi par un médecin généralement, et il lui faut une prise en charge préventive du tétanos, sérum antitétanique et ou vaccination antitétanique. Malgré votre prise en charge, le patient décède. Rédigez le constat de décès. C'est pas très compliqué, il faut juste le savoir. Je sous-signez, vous mettez votre nom, votre prénom, votre fonction. Donc là, en l'occurrence, vous êtes interne. Vous certifiez avoir examiné, vous précisez la date et l'heure du constat. Le lieu où vous êtes, à l'hôpital X, dans le service Y. Vous certifiez avoir examiné à l'hôpital, dans le service, monsieur machin, donc son nom, son prénom, sa date de naissance, son domicile, qu'on puisse bien l'identifier. Et vous constatez, c'est la phrase toute faite qu'il faut apprendre par cœur, que la mort est constante et réelle. Vous notez la date et l'heure présumée du décès, qui ne correspond pas toujours à l'heure où vous constatez le décès. Et puis, surtout, vous signez et vous mettez votre fonction. Je vous rappelle qu'en tant qu'interne, on n'est pas habilité à compléter le certificat de décès qui ensuite part à la mairie, mais on peut être amené dans la nuit, dans la journée, à remplir des constats de décès. Le certificat de décès. Merci. Donc, pour ceux qui n'en ont jamais vu en stage, un certificat de décès, ça ressemble à ça. Il y a 2 parties. La première, avec 3 feuillets ici, qui est nominative. Donc le nom, le prénom du patient, la commune de décès, l'heure du décès, notamment les mentions s'il y a un obstacle médico-légal à la mise en bière ou au transport du corps, la signature et le cachet du médecin. Une première partie pour la mairie où il y a le lieu de la chambre funéraire, une deuxième partie pour la chambre funéraire et une troisième partie pour la mairie du lieu de décès. La partie en bas, là, que vous voyez, celle-là, elle est confidentielle. Elle sera ensuite fermée comme ça par le médecin. Elle est remplie par le médecin thésé et non pas par l'interne. Et elle relate en fait les causes du décès. Cela permet ensuite, c'est envoyé pour des statistiques, pour permettre de savoir un peu quelles sont les causes de décès en France. Alors, au total, sur ce dossier, que retenir ? Tout malaise ou confusion, c'est une hypoglycémie jusqu'à preuve du contraire. Ça, toujours y penser, c'est super facile, c'est facile à traiter, c'est facile de faire le diagnostic, c'est trop bête de passer à côté. Et en plus, vous passez pour un con. Il faut toujours privilégier la voie Péros, tant que c'est possible, que ce soit pour resucrer ou pour hydrater un patient, plutôt que de se jeter sur la perfusion. Ensuite, la petite formule, la consommation d'alcool en grammes, le volume en millilitres, multiplié par le degré, multiplié par 0,8 sur 100. Un alcoolique hospitalisé, ça va pas rater, il va faire le syndrome de sevrage. Donc quand vous hospitalisez un alcoolique, il faut que régulièrement vous cotiez un score de sevrage ou score de Cushman qui sera reproductible, qui vous permettra d'avoir une évolution. Ensuite, un trauma crânien avec une modification de la conscience, c'est scanner cérébral en urgence. Vous ne pouvez pas y couper. Et le scanner cérébral en urgence, il se fait toujours sans injection de produit de contraste. Ensuite, l'hématome extradural, c'est une urgence neurochirurgicale. Et quand vous avez une plaie du scalp, ou une plaie de façon générale, mais surtout le scalp parce que ça saigne beaucoup, il ne faut pas oublier de le suturer.
Et il ne faut pas oublier de lui faire son rappel anti-tétanique.